Bonsoir Lomé, bonsoir Paratao, bonsoir Sotoboa, bonsoir Mango, bonsoir Sokode, Bafilo, bonsoir Aneho, bonsoir Vaughan, Notien, Tchévier, Palimé, bonsoir au peuple togolais, vaillant peuple togolais qui continue d'ailleurs de combattre la plus vieille des dictatures en Afrique qu'est le Togo. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple sur Radio Canal K et sur Radio Avouleté. Dans sa version TikTok Live, partagez, tapotez, partagez. Les membres et sympathisants d'UNI, Union pour la République parti au pouvoir au Togo, ont commémoré le 5 février dernier les 20 ans de disparition de Gnassingbé Yadema. Et lors d'un colloque majoritairement composé d'intellectuels, Gnassingbé Yadema est désigné père de la nation. Cet événement crée une controverse et lance un débat sur le père de la nation 20 ans après la mort du dictateur Gnassingbé Yadema. Mais en réalité, et sans langue de bois, le 5 février 2005, plutôt j'allais dire, le 5 février 2005, à l'annonce de la mort de Yadema, le peuple togolais lambda croyait à la fin d'une dictature sanguinaire. Dictature qui ne dit pas son nom. Dictature qui a martyrisé, décimé la vie de plusieurs milliers de Togolais. Mais la question que se pose au bon nombre de Togolais, pourquoi commémorer 20 ans de disparition d'un dictateur qui a dirigé le pays pendant 38 ans d'une main de fer? Pourquoi commémorer en grand pompe sa mort? D'ailleurs, sa mort qui a provoqué, qui a causé près de 1000 morts, ou bien plus de 1000 morts selon le rapport des Nations Unies. Alors, le débat citoyen est lancé ce soir. C'est qu'en 8 ans de règne d'Gnassingbé, 38 ans pour le père, 20 pour le fils Gnassingbé Yadema, quelle implication des intellectuels togolais et du citoyen lambda pour reconstruire le Togo? Le débat est lancé avec nos invités en ligne depuis le mai de la diaspora, mais également avec vous qui devez tapoter et partager, parce que c'est une émission du peuple par le peuple. Merci infiniment de votre fidélité et de votre engagement. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques, leaders d'opinion, Jean-Paul Omolo et autres, et notamment Afessio, qui nous a demandé de faire notre part. Radio Avouleté fait sa part, et vous faites aussi votre part. Merci, Avouleté. Koukoulé. Nous allons recevoir le premier invité en ligne depuis le mai, professeur Kokou Aokou. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain Amos. Merci. Vous êtes maître de conférence, professeur à l'université de Lomé pour vous présenter très brièvement. Deuxième invité dans la diaspora, il n'est plus à présenter à vous, hein, c'est un grand panafricain d'ailleurs. Tché Nyamasadi Lossonelou, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à toute ton équipe à Fovi Katakou. Je salue avec déférence le professeur Aokou et tous les auditeurs qui sont branchés à cette émission. Merci à Radio Avouleté et à toute ton équipe pour le combat. Merci. Pour le combat de la résistance et surtout de la libération de notre Togo natal. D'accord. Et pour qu'on soit très à l'aise dans cette émission, essayons de faire maximum et moins de bruit autour de nous. Et pour aussi, c'est aussi un grand respect pour nos auditrices, auditeurs branchés sur cette émission TikTok Live de Radio Canal K de Radio Avouleté. Nous attendons notre troisième invité qui est le professeur David Ekodosé. Je sais qu'il va nous rejoindre dans cette émission dans peu de temps. Merci également à vous et continuez à tapoter. Alors, professeur Aokou, vous êtes à Lomé au Togo, un citoyen lambda également, puisque vous êtes proche des étudiants, vous êtes professeur à l'université de Lomé. 38 ans de règne de feu Gnassingbé Yadema, 20 ans pour son fils qui l'a succédé.
Je pense qu'il y a un peu du bruit autour d'un de mes invités. Si c'est fermez vos micros, je vous demande humblement de fermer vos micros si vous ne prenez pas la parole. C'est très important pour nous tous. Merci infiniment. Alors, professeur Aoukou, je disais tantôt, vous êtes aussi comme un Togolais lambda, puisque vous êtes très proche de la population. Vous parlez très souvent avec les populations, surtout les étudiants, puisque vous êtes professeur à l'université de Lomé. 58 ans de règne des Gnassingbé. Quel bilan? Tout à l'heure, on va quand même parler d'éducation, santé, politique, sociale. On va aller pas à pas. Mais vous, en tant que Togolais lambda, d'abord, en termes généraux, on a commémoré 20 ans de disparition de Feu Gnassingbé en grande pompe. Et dans un colloque, il a été désigné père de la nation. Et cela a lancé un débat sur même la question du père de la nation au Togo. Mais pour nous, à Radio à Volonté, sans polémique, ce grand monsieur demeure le père de l'indépendance et en même temps le père de la nation. Votre réaction, professeur Aoukou? Merci Sylvain Amos pour cette invitation. Je salue tous les participants à ce panel et j'espère que la rencontre de ce soir va nous permettre à chacun de faire apporter le peu de lumière qu'il a à son niveau pour éclairer le débat qui est celui des Togolais. Alors, je voudrais d'abord souligner le fait que très souvent, on a tendance à reprocher aux unitaires, on les appelle comme ça, aux intellectuels, leur parti pris dans le débat politique au Togo. Et ce qu'on regarde très souvent, c'est qu'on croit que c'est les universitaires, les intellectuels qui soutiennent le système qui est mis en place depuis 58 ans. La preuve en est que ceux qui le disent, la preuve en est que très, disons récemment, nous avons vu comment l'opération de la Ve République a été montée. Et ensuite, nous avions aussi, à l'occasion de cette date du 5 février, vu comment un colloque a été monté pour apporter des éléments allant dans le sens du maintien du système en place au Togo. Je voudrais dire d'entrée de jeu que depuis que le Togo s'est constitué comme nation, il y a eu des universitaires, il y a eu des intellectuels, il y a eu des gens qui ont pris part à la contestation du système politique mis en place, quelle que soit sa nature, que ce soit à travers leur prise de position ou leur lutte contre la colonisation, à travers leur lutte contre le système parti unique. Et aujourd'hui, ils continuent par avoir des intellectuels, des universitaires qui restent engagés aux côtés des Togolais. Ceci étant dit, la première chose que je dirais, c'est que si on s'est trouvé dans la nécessité d'organiser un colloque pour créer ce que l'on voudrait nous faire retenir, à savoir qu'il existe un père de la nation, je crois que c'est parce que justement, il n'en existe pas, que ce colloque s'est retrouvé, disons, initié et sinon, on ne se serait même pas inquiété de la chose. On ne serait même pas allé en passant par un colloque pour désigner la personne qui pourrait être ou apparaître au Togolais comme étant... Désigner ou imposer? Nous voulons parler sans langue de bois. Imposer, voilà. Parce qu'il faut le dire. Il faut le dire, imposer comme le père de la nation.
Vous savez, dans les pays où il y a des personnages qui tranchent dans l'histoire et qui ont pris position pour faire de leur nation des nations qui brillent, il n'y a même pas de débat autour. Parce que c'est dans leur action que l'évidence s'impose. Et c'est ce qu'ils ont fait qui en impose, hein, qui nous dit qui ils sont. C'est à travers leur action qu'ils ont mené que l'on sait qui ils sont. Mais si aujourd'hui on nous désigne un Togolais et qu'il n'a pas l'unanimité, qui ne fait pas l'unanimité autour de lui sur ses actions, sur ses engagements politiques et autres, c'est que quelque part, on ne peut pas lui attribuer ce label-là. D'accord. C'est aussi simple que ça. Merci. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que nous disons à Radio Avoluté, la voix des sans-voix, la voix du peuple en résistant togolais, que ce grand monsieur demeure le père de l'indépendance et le père de la nation, car il fut un grand rassembleur du nord au sud. Sa maman est même du Dapaon, il est du nord. C'est la fausse question nord-sud. Il n'y en a pas. On va continuer le débat, professeur Kokou. C'est qu'en 8 ans du règne de Nyasingbe, ça fait quand même réfléchir. Alors, vous êtes professeur à l'université, en même temps, on va parler un peu de l'éducation pour faire un bilan. En même temps, en termes général, vous êtes aussi un des initiateurs de ce grand projet, NCC, nouveau contrat citoyen, parce que vous avez fait cas, de l'échec total, hein, tel cuisant, de la malgouvernance au Togo. Vous avez tout mis dans ce nouveau contrat citoyen, sur tous les plans social, économique, éducation, agriculture, il y en a plein. Moi, j'ai lu le document. C'est un bon document. Mais on n'a pas le temps de tout dire, mais sur le plan éducatif, en tant que professeur à l'université du Togo, hein, de Lomé, hein, alors quel bilan sur le plan éducatif? Quel bilan? Je dis, le bilan, il est négatif et il est très lourd. La preuve en est que les parents d'élèves, qui sont ceux qui consomment, ou du moins ceux qui demandent à faire éduquer leurs enfants, ne sont pas satisfaits. Les personnes qui sont éduquées elles-mêmes, les élèves, ne sont pas satisfaits. Les gestionnaires de l'éducation, dont j'en fais partie, nous ne sommes pas satisfaits. Les enseignants qui sont sur le terrain aussi ne sont pas satisfaits. Et quand on remonte dans la chaîne, mais on voit visiblement que personne n'est satisfait. D'accord. Alors, une société qui met en place un système éducatif dont toutes les composantes n'apportent pas, ou du moins ne manifestent pas leur satisfaction par rapport aux résultats du système, il faut dire que c'est une catastrophe. Donc en gros, les étudiants étudient dans de mauvaises conditions à l'université de Lomé. Tout à fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que entre les choix qui sont opérés pour répondre aux besoins de la société, on est loin du compte. Les parents ont envie que leurs enfants soient formés, éduqués, formés pour s'insérer socialement. Mais malheureusement, le système mis en place ne le permet pas. Donc, professeur Aoukou, je ne vous coupe pas, hein, je voudrais bien comprendre. Mais disons, on ne parle même pas de 38 ans de Yadema. Parlons maintenant de 20 ans de Florent Nyasingbe. Yadema est déjà décédé, parlons plus. Alors voilà, Nyasingbe et son fils. 20 ans de gouvernance, vous voulez nous faire croire qu'à l'université de Lomé, il n'y a pas un grand changement. Qu'est-ce que vous appelez changement? C'est ce que dit cet Togolais. Cet Togolais pense que non, il y a un changement. De mettre les mots sur ce que l'on observe. Il y a changement quand il y a une transformation, quand il y a une innovation, quand on voit que ce qu'on a l'habitude de voir, on ne le voit pas. C'est en cela qu'il y a un changement. Alors, si nous appelons changement le fait que les mêmes problèmes persistent, les mêmes contraintes sont là, les mêmes
efforts non aboutis sont encore reconduits, il n'y a pas changement. Professeur Je Aoukou, veux dire énumérez-nous ceci. quelques contraintes aussi. On est dans un Voilà. débat citoyen. La question de la massification. Par exemple, le fait que tous les enfants togolais n'ont pas la possibilité d'aller à l'université non loin de chez eux, après près de 60 ans d'indépendance, et que l'on puisse être obligé de se déplacer sur de longues distances avant d'avoir accès à la formation universitaire. Aujourd'hui, selon les prévisions qui ont été faites il y a un peu plus de 20 ans aujourd'hui, avant même que le président actuel ne soit président de la République, il était prévu au moins qu'on érige 5 collèges universitaires, c'est-à-dire 6 centres universitaires, 6. Et on a choisi de les localiser pour que les futurs étudiants aient accès aux formations universitaires non loin de chez eux. Mieux, on est allé jusqu'à proposer des choix de contenu qui puissent répondre aux besoins de nos pays, en réorientant les formations de manière à répondre aux besoins de la société togolaise. Mais là encore, il n'y a pas du tout un effort qui a été fait dans ce sens-là. Alors, quand on voit les infrastructures qui sont déployées, ce n'est pas à la hauteur des besoins. Je peux vous, pour moi qui suis à l'université, je peux vous donner des exemples très très précis. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien que nous vous avons invité. Pour faire composer les étudiants dans certaines unités d'enseignement, il faut arrêter toute l'université. Il faut mettre à disposition tous les bancs qui sont disponibles à l'université pour une seule unité d'enseignement. Et donc ça veut dire que ce n'est pas possible de pouvoir fonctionner dans un système où il n'y a pas de place assise pour que les enfants se trouvent dans de bonnes conditions pour apprendre. Le recrutement n'est pas fait. Aujourd'hui, il y a à peine 600 enseignants permanents à l'université de Lomé pour près de 80 000 étudiants. Si vous faites le rapport, vous allez voir que c'est à la limite intenable. Et donc, si aujourd'hui, on peut tout reprocher à l'université, il faut commencer par ces préalables-là, il faut commencer par ces éléments, qui sont des éléments factuels, sur lesquels on voit visiblement que entre le besoin et l'offre que l'État met à la disposition de ceux qui sont dans le besoin, l'écart est trop grand pour qu'on en fasse une université. De plus, l'université n'est pas le seul lieu où on doit former au métier dans la société. Et si on fait de l'université le seul lieu où on pense diriger tous les enfants pour les former aux métiers qui sont utiles à la société, là aussi on se trompe. Et ça, ce sont des débats de spécialistes et il faut absolument que les gens comprennent que l'université n'est pas faite pour former des enfants, pour être des ingénieurs en mécanique, ingénieurs en choses. Il y a des écoles polytechniques, il y a des écoles qui peuvent être érigées en dehors de l'espace universitaire. L'université, c'est fait pour la recherche et pour l'enseignement. Ce n'est pas fait pour former des professionnels. Les professionnels se font former dans les écoles et on n'en a pratiquement pas en tant que tel. Vous voulez nous dire qu'en 20 ans... En dehors de l'école d'administration, en dehors de l'école nationale d'administration, où on ne forme que des agents de l'État. Ce qui n'est pas normal. Donc, vous voulez nous dire, professeur Aoukou, qu'en 20 ans, du moins, de gouvernance de Faure Gnassingbé, son papa a fait 38 ans, tout est à refaire sur le plan éducatif. C'est pas qu'à l'université, ce n'est pas, on ne parle pas que de l'université de Lomé. Je ne suis pas du genre, à faire dans l'excès. Moi, je prends des preuves. Et les preuves que j'ai pour montrer qu'effectivement, ça ne marche pas, c'est le plaidoyer que le gouvernement lui-même a produit pour justifier le fait que nous puissions être obligés d'aller vers une 5e République. Quand vous prenez le plaidoyer, vous allez remarquer que ce qu'on nous dit pour nous expliquer de rentrer dans la 5e République, c'est que ça ne marche pas. Et si ce sont les acteurs eux-mêmes qui le disent, mais n'allez pas chercher chez moi les raisons, puisqu'ils ont les preuves eux-mêmes pour dire que ça ne marche pas. Ça, c'est le premier élément. Au lendemain de l'accès, disons, au lendemain de la session
du président Faure au pouvoir, mais il faut bien réécouter tout ce qui a été proposé comme lecture aux citoyens togolais. On a dit qu'il a hérité d'une situation catastrophique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc les faits sont là, têtus, qu'on peut reprendre et qui peuvent dire que même si eux ils le disent, c'est que c'est plus grave que ça. Voilà un peu ce sur quoi je suis campé. Je crois que je ne fais pas dans la surenchère, rien que pour la surenchère, non. Donc même quand vous proposez, quand vous revendiquez, le chef de l'État ne vous écoute pas. Mais bien sûr, actuellement, il y a tout un débat autour des efforts qui devaient être faits pour améliorer les conditions de travail des universitaires. Tantôt, regardez bien, tantôt on déclare le professeur ou l'enseignant à l'université comme étant un fonctionnaire. Tantôt, on nous dit que c'est pas un fonctionnaire. Bon, alors qu'il est inscrit, il a un numéro de la fonction publique, il est inscrit et évalué selon la grille de la fonction publique. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que celui qui est présenté comme étant un fonctionnaire de l'État, en même temps on doit lui faire jouir de ses droits auxquels il a accès, on dit qu'il ne soit pas fonctionnaire. Donc ça, c'est déjà des flous sur lesquels on peut dire que vraiment c'est un échec patent de voir que même dans l'organisation administrative, il y a un problème. C'est dommage, après 20 ans de gouvernance de Faure Gnassingbé, son père a fait aussi 38 ans. C'est qu'en 8 ans de règne de Gnassingbé, c'est que le bilan est accablant sur le plan éducatif, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas, vous êtes à Lomé au Togo, hein, quand on dit que oui, Radio Avouleté, elle est sérieux, vous n'en savez rien, donc vous êtes au Togo, à Lomé, à l'université de Lomé. Alors, le NCC, nouveau contrat citoyen, a aussi parlé de cela dans votre document, de revoir l'éducation. Alors, que proposez-vous concrètement si ça va que Faure Gnassingbé peut vous écouter? C'est très simple. Non, la première chose que nous proposons, c'est que nous puissions être d'accord pour dire que l'éducation est une chose trop importante pour être seulement confiée à un gouvernement. Ce n'est pas une question de gouvernement. C'est une question de la société dans son ensemble. Il faut qu'on trouve une occasion pour que la société togolaise, dans ses différentes composantes, puisse s'asseoir pour discuter de comment est-ce qu'on veut former les citoyens togolais pour permettre le développement au Togo. Il ne s'agit pas de le confier à des experts. Les experts, bon, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont payés à la tâche et puis ils ont d'autres intérêts. Mais le Togolais lambda, lui, il attend d'autres choses. Quand les parents disent que quand les enfants vont à l'école et qu'ils sont éduqués, ils ne respectent plus les valeurs de la société, etc., mais il faut bien qu'on en tienne compte. Quand les utilisateurs des produits de notre école, que sont les acteurs économiques, les entrepreneurs, disent que ce que nous formons ne sont pas ce qu'ils recherchent sur le marché de l'emploi, il faut bien qu'on s'asseye pour comprendre pourquoi on en arrive à ça. Si l'État voudrait développer des secteurs comme l'agriculture et qu'aujourd'hui, nulle part, on ne voit des écoles agricoles où on voit des jeunes être formés à l'agriculture et au commerce et à la transformation des produits agricoles pour montrer que le Togo est un pays autosuffisant, il faut qu'on en parle. Et pour en parler, ce n'est pas en faisant des séminaires, en faisant des ateliers et puis en se séparant que nous allons en parler. Il faut que ça soit d'abord un travail fait au sein de l'opinion pour que les gens s'interrogent, comprennent et pour qu'ils puissent échanger. Voilà ce qu'il faut pour lancer le moteur et c'est sur la base de ça qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème. D'accord. Et ça, cela suppose que le citoyen est libre de s'exprimer parce que ça aussi c'est fondamental. On va en parler tout à l'heure. Le citoyen ne peut pas s'exprimer sur ces questions-là, exactement, mais c'est qu'on ne trouvera jamais de réponse et on va tourner en rond. Voilà exactement ce que j'ai. D'accord. Merci infiniment pour cette première intervention sur les 58 ans de règne de Gnassingbé. Bilan, pour vous, c'est un bilan accablant, vous l'avez dit, sur le plan éducation. Donc, restez avec nous, puisque c'est un débat citoyen. Je sais qu'on aura beaucoup de demandes, mais nos invités aussi sont aussi là pour nous éclairer sur ce débat aujourd'hui.
Alors, avant de vous relancer, j'ai aussi Tché Nyamasadi Lossonelou, un de nos invités dans ce débat également, et grand frère Kal Gaba aussi. Alors, Tché Nyamasadi Lossonelou, rebonsoir. Est-ce que tu m'entends? Ton micro. Bonsoir Amos. Est-ce que tu m'entends très... Amos. D'accord. Oui, je vous entends très, très bien. Merci. On t'attend un peu faiblement, mais ça va aller. Alors, vous avez suivi le professeur Bilan à Kablan sur les 58 ans de règne de Nyasingbe, 38 ans pour Feu Nyasingbe Yadema et 20 pour son fils Fort Nyasingbe. Alors, avec vous, on va parler un petit peu des droits de l'homme. Vous êtes aussi un grand panafricain aussi, leader d'opinion et président de MTN, Mouvement pour un Togo nouveau. Alors, parlons un peu de droits de l'homme. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant les 58 ans de règne de Nyasingbe? Quand on parle de droits de l'homme, on sait que, oui, on parle d'assassinat politique, emprisonnement sommet, exécution sommet. Alors, quel bilan sur le plan droits de l'homme? D'abord, que retenir? Permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous ces Togolais, de toutes ces Togolaises qui ont porté le combat de libération du Togo avec courage et détermination et qui ont vu leur vie sacrifiée sur l'autel de la liberté, l'autel de la dignité, l'autel de la démocratie au Togo. Ils sont des milliers de Togolais qui ont été tués, massacrés depuis l'assassinat du président Kouvanossi Olympio le 13 janvier 1963. Et vous savez que ça en est suivi un régime de terreur, de violence, un régime qui n'a aucun respect pour la vie, qui s'est nourri, qui est né dans le sang, qui se nourrit dans le sang et qui continue pas se perpétuer dans le sang. Alors, les historiens, les politiques, les chercheurs ont fait un travail formidable en termes de documentation et on estime à plus de 10 000 Togolais qui ont été assassinés, massacrés par le régime du terreur de Feu Yadema. Et à sa mort, son fils a pris le pouvoir, comme vous le savez, dans un quadruple coup d'État militaire, coup d'État institutionnel, en s'attaquant à l'Assemblée nationale, coup d'État constitutionnel en changeant les articles de la Constitution plus d'une vingtaine dans une nuit, et enfin un coup d'État électoral où il s'est imposé aux Togolais depuis une vingtaine d'années. Le bilan aussi, c'est plus de 2 millions de Togolais de gré ou de force qui sont en exil. C'est des centaines de prisonniers politiques dans les geôles de Fort Nyasingbe, parmi lesquels 9 ont été malheureusement assassinés en prison. Leurs corps sont toujours détenus et ne sont pas rendus à leur famille jusqu'à ce jour. Et on vient de faire un procès qui est complètement à l'emporte-pièce, où après 6 ans de détention, de torture, les juges togolais ont estimé qu'il faut condamner une dizaine de ces jeunes à 10 ans de prison et certains à 20 ans de prison. Vous comprenez alors que nous sommes dans le cas du Togo, nous faisons face à un régime de violence, de terreur, la plus vieille dictature en Afrique. Et c'est un régime un peu qu'on peut comparer à celui des Al-Assad en Syrie. Et ce genre de régime s'appuie effectivement sur la violence, la terreur, sur la prison, sur la corruption, sur le vol, sur le gaspillage des deniers de l'État. Et on fera tout à l'heure le bilan économique de ce régime. Vous comprenez alors que les Togolais sont dans leur propre pays, mais sont dans une prison à ciel ouvert. Et ça dure depuis une soixantaine d'années. Un régime militaro-monarchique
qui n'a aucun respect pour la vie des Togolais. D'accord. Donc, Alors, c'est pour continuer dans le même sens que vous, hein, donc pour vous, 20 ans de disparition de Gnassingbé Eyadema, et en 2005, à l'annonce de sa mort, pour beaucoup de Togolais, je le dis tantôt à l'entame de cette émission en introduction, pour beaucoup de Togolais en 2005, c'était un soulagement parce qu'on pensait que c'était la fin de la dictature sanglante au Togo. Alors maintenant, pourquoi commémorer les 20 ans en grande pompe? Et parce que la mort d'Eyadema a causé au moins 1000 morts selon un rapport des Nations Unies. Est-ce que vous aussi, vous posez la même question que beaucoup de Togolais? ben, la mort d'Eyadema, en effet, a suscité un espoir. Mais très rapidement, cet espoir est transformé en un cauchemar, en un massacre. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a plus de 2000 Togolais qui ont été massacrés par Faure Gnassingbé et ses miliciens. Et donc, il a pris le pouvoir dans le sang. Alors, l'espoir s'est transformé en un cauchemar, malheureusement sanglant. Et aujourd'hui, il me semble que ce cauchemar continue pour les Togolais. En 2005, l'ONU est venue faire une enquête au Togo à la suite des massacres et a établi un rapport. Ce rapport est toujours dans les calendriers. Il n'y a pas eu une suite judiciaire qui a été réservée à ce rapport, alors qu'il a été établi, effectivement, que plus de 500 Togolais ont été massacrés. Les criminels ont été identifiés. La méthode des massacres a été mise en relief et Faure Gnassingbé a plutôt décoré l'officier qui a été identifié comme étant le chef des miliciens. Il a été décoré, c'est le colonel Kouloum, je ne sais pas, le commandant Kouloum. Il a été plutôt décoré. Donc c'est un régime qui s'appuie sur la violence. Si vous permettez, je vais vous lire un aspect de ce rapport et vous dire un peu la gravité de la situation au Togo. Alors, le rapport dit essentiellement que la mort d'Eyadema a amené une situation chaotique au Togo et il a été identifié que pour pouvoir assommer la population, eh bien, au niveau de l'armée, ils ont acheté 2500 machettes. C'est écrit blanc sur noir dans le rapport. Je sais que ça ne vient pas de vous, c'est le rapport qui le dit. C'est le rapport de l'ONU, 2500 machettes. Et donc, des éléments de BRV ont été dépêchés et ils ont établi 200 unités et leur objectif, c'était de descendre sur les villes d'Atapamé, de Sokoré, de Lomé et d'Anéron et de massacrer la population. Après le massacre, on leur a distribué 20 000 francs pour faire des libations pour que l'esprit des morts ne les poursuive pas. C'est comme ça que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir. Et aucun de ces criminels n'a été jugé jusqu'à ce jour. Quand il a voulu un peu jeter la poudre aux yeux des Togolais avec le CVJR, Monseigneur Bariga a fait un travail formidable, mais le rapport qui a été remis, eh bien, ce rapport-là, on n'a pas donné de suite judiciaire à ce rapport. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, le bilan de Faure Gnassingbé est catastrophique, est chaotique. Et c'est un bilan qui lui permet toujours de pouvoir utiliser la terreur, la violence, la fraude pour maintenir le Togo, les Togolais dans une prison à ciel ouvert. La mort, par exemple, de Atouché Agboibon, Atouché Agbobli, c'est un intellectuel de renom, historien, dont on a retrouvé le corps à la place de Lomé. Jusqu'à présent, il n'y a aucune suite qui est ouverte. Alors, ils sont comme ça, ces Togolais massacrés, qui sont restés dans une forme d'impunité. Et ça continue. Les 9 prisonniers politiques, ces jeunes qui ont été massacrés
certains au camp Logopé, certains à la gendarmerie, certains à la prison civile de Lomé. Donc jusqu'à présent, il n'y a rien, aucune suite. Actuellement, il y a un prisonnier, Karou, qui est en train de mourir au CHU de Lomé et qui n'a pas le traitement nécessaire et qui est toujours maintenu. Lui aussi, il a été condamné à 10 ans de prison. Malgré que son état, il est pratiquement dans un état comateux. Voilà un peu la vraie nature de la bête. D'accord. C'est la violence. Et le massacre des Togolais. Et ça, je pense que la conscience de l'humanité, la conscience panafricaine doit se réveiller à cette situation. On ne peut pas permettre au XXIe siècle qu'un clan ou une famille puisse maintenir une population dans ces conditions. Ça dépasse le cadre politique. C'est notre humanité qui est en questionnement aujourd'hui. Si, au niveau de l'Afrique, on peut permettre que cette situation perdure sur les Togolais, sur la terre d'Afrique, ce n'est pas acceptable. Et je pense que le moment est venu que l'ensemble des Togolais se mobilisent pour faire tomber ce régime définitivement, pour que nous ayons la sécurité et la prospérité partagée. D'accord. Alors, Kalgaba, bonsoir. Je ne sais pas si vous nous suivez et que votre micro reste encore ouvert pour nous. Bonsoir, Kalgaba. Bonsoir, Amos. Bonsoir à tous les auditeurs, les internautes, et bonsoir aux différents intervenants. Alors, je vais vous poser la même question en tant que Togolais lambda, aussi de la diaspora. Alors, 38 ans de règne de Feu Gnassingbé Yadéman, 20 pour son fils qui l'a succédé. Alors, la mort de Gnassingbé Yadéman en 2005, on l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit, c'était pour un Togolais lambda un espoir de voir la fin de la dictature. Mais sa mort a causé plus de 1000 morts selon les Nations Unies. Alors, en gros, quel bilan? On sait que le bilan est accablant, mais est-ce que retenez-vous de ces 58 ans de règne de Gnassingbé, Kalgaba? Des fois, je suis étonné que certains de nos compatriotes ou même des intellectuels puissent encore se poser la question de la nature de ce régime, de régime de Gnassingbé, comme j'aime le dire. Je me rappelais que l'un de ses collaborateurs, qui était Agbeou Mekodjo, accompagné de Daoukou Péré, ils ont dû épondre un texte qui s'appelait « Le temps d'espérer ». C'était les cacites du régime. Ils ont dénoncé la situation dans laquelle le pays était et les conditions dans lesquelles ils ont servi le dictateur Gnassingbé Étienne et Yadéman. Je suis étonné que les Togolais ont oublié qu'il y a eu la conférence nationale et l'objet de la conférence nationale, c'était de mettre à plat la forfaiture, la dureté, la situation du pays. Je suis étonné également que les Togolais puissent oublier que la situation du Togo, politiquement, socialement, économiquement et moralement, était tellement inextricable qu'on a dû faire à peu près 27 accords politiques. Voilà des éléments qui parlent. Les Togolais ont aussi oublié que pendant ces 62 ans, ou 58 ans, disons, 58 ans de règne de Gnassingbé, aucune élection transparente n'a pu être organisée dans ce pays. Les Togolais ont oublié tous les crimes de ce régime, les assassinats de militaires comme de privés, de politiciens. Les Togolais ont oublié les répressions féroces de toutes les manifestations de l'opposition ou du peuple togolais, qui a contraint la plupart de nos compatriotes à fuir le pays. Les Togolais ont oublié les exilés qui sont au Bénin. Les Togolais ont oublié les exilés qui sont au Ghana, au Burkina Faso. Et je ne parle pas dans les autres pays de l'Afrique comme en Europe.
le Togo a été vidé des forces vives de la nation, de sa jeunesse, des compétences. Quelle tristesse de voir qu'il y a plus de médecins togolais à Paris que dans tout le Togo. Même des médecins qui ont été formés sur place, ils ont dû fuir le pays. Parce qu'ils sont victimes du dégât économique du pays. Les Togolais ont oublié tous les Togolais qui sont dans la diaspora, qui souffrent et qui participent de la diaspora à faire survivre leurs parents sur place. Je peux continuer cette litanie pendant des heures et des heures pour décrire la difficulté, l'état dans lequel cette dictature des Gnassingbé ont laissé le Togo et l'état de délabrement dans lequel ils ont livré le pays. Mais les Togolais ont oublié quelque chose. Je suis triste, peut-être que certains de nos compatriotes n'ont jamais quitté le Togo. Allez voir le Ghana, allez voir le Bénin, allez voir le Burkina, pour comparer les pays, nos voisins, les pays environnants. C'est ça, ce pourquoi nous nous battons. Et puis les Togolais ont quand même oublié, mais que ça fait 58 ans que la même famille qui a totalement phagocyté le système économique, le système social. Les Togolais ont oublié que a été institué un système politique qui empêche que certains Togolais ne puissent pas accéder à certaines fonctions, à certains métiers, à certains emplois. Ce que j'appelle la colonisation endogène. Chaque fois que j'ai un de mes compatriotes qui revient de Lomé ou du Togo, je lui demande « Oh, des nouvelles du pays ?» Il se prend la tête dans la main. Il dit « Ah, mon frère, j'ai essayé de sortir 1 ou 2 fois, j'ai préféré rester à la maison. » Le pays est un dépotoir de tous les bandits qui circulent dans le monde, qui sont venus trouver refuge au Togo et participent à tous les trafics inimaginables. L'autre fois, on a arrêté au Gabon un bateau qui transportait des tonnes de drogue. Voilà quelques constats. Mais je suis triste de le faire parce que il y a des fois, je me dis, et j'ai même discuté avec un de nos compatriotes qui vient de quitter le pays, qui s'est exilé au Canada. Je l'ai eu ce matin. J'ai dit, mais comment? Il a quitté le pays, pourtant il a ses diplômes, il a un tout petit peu travaillé, mais il me dit que la vie est invivable. Je suis triste parce que j'aurais aimé, dans les discussions qu'on a, qu'on puisse décrire le bienfait de notre pays, qu'on puisse décrire le bonheur de vivre dans notre pays. Je suis triste d'être surtout toujours à lutter et à dénoncer la gabegie, la violence, la vulgarité de ce régime qui se permet de changer notre constitution. Constitution qui a été votée à plus de 90% par tout le peuple togolais. Et il nous prend pour qui? En somme, les Togolais n'ont pas compris, ont fait leur bonheur contre leur volonté. Où est-ce que vous avez vu ça? Et la démonstration en a été faite lors d'un débat où on voit le professeur David et puis 8 caciques du régime incapables de formuler la raison pour laquelle ils ont violé notre loi fondamentale, la raison pour laquelle ils sont en train de changer notre constitution. 8 caciques du pouvoir, soi-disant universitaires,
incapables de formuler ce pourquoi ils sont en train de se battre, ce pourquoi ils sont en train de nous imposer une constitution dont eux-mêmes ne comprenaient même pas le sens. Ils étaient obligés d'aller organiser un séminaire en Inde pour comprendre ce que c'est que le régime parlementaire. Je suis triste, mais j'ose pas le dire. Excusez-moi, professeur Aouko. Mais que sont nos étudiants? Comment ont été formés nos enfants? Pour qu'ils soient à ce point à croire que le père de la nation togolaise soit le dictateur Étienne Gnassingbé Eyadema. Je pense qu'il veut nous l'imposer. Il veut nous l'imposer. C'est ce qu'on peut dire. C'est à nous de nous organiser. Ils peuvent pas l'imposer. C'est impossible parce que la condition d'existence quotidienne des Togolais est un drame, est un malheur. Très peu ont 2 repas par jour. C'est pour ça que je me dis, heureusement, qu'il y a une ouverture via les réseaux pour que nos jeunes puissent voir comment fonctionne le monde, ce qui se passe dans le monde. D'accord. Voilà le constat de la réalité de ce que vivent les Togolais et vouloir nous faire prendre une dictature pour une démocratie, c'est là, effectivement, le grand tour de passe-passe qui est fait par ce régime-là. Tout à fait. Merci. Hein. Bon, je vais vous relancer dans quelques minutes, puisque c'est un débat citoyen. Avant de relancer Tinyama Sadi, notre invité également, je vois dans cette émission également un leader politique, Binafan Koyan. Bonsoir. Est-ce que vous nous suivez depuis le début? Oui, bonsoir Sylvain. Bonsoir. Je vous suis depuis le début du live. Merci. Vous êtes secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République. Alors, merci infiniment de nous rejoindre également dans ce débat citoyen. Alors, rapidement, vous aussi, hein, on ne peut pas tout dire en quelques minutes, mais en tant qu'homme politique, gouvernance politique, donc sur le plan social également, 58 ans de règne de Gnassingbé. Que direz-vous? Bon, moi, Sylvain, je ne vais pas m'attarder sur le bilan qui n'existe même pas. C'est un bilan totalement négatif. Le professeur Aoukou, qui est Lawson Elou. Totalement. Puisqu'il y a des Togolais il y a certains Togolais qui pensent que non, nous sommes des radicaux à volonté. Donc il y a quand même quelques améliorations au Togo. C'est ce qu'on fait croire. Non, je dit que quelques améliorations par rapport à quoi? C'est-à-dire que vous séparez le régime de Faure Gnassingbé du régime de son papa. C'est pas le même régime. Donc, amélioration, là, c'est par rapport à quoi? C'est eux qui sont au pouvoir depuis 50 ans. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Il y a des gens fait 8 ans. C'était son temps. Et le temps de Gnassingbé n'est pas le temps de Faure Gnassingbé n'est pas le même temps de son papa. Il a dit lui, c'est lui, moi, c'est moi. Vous êtes allumé au Togo. Non, tout ça, c'est de la gymnastique intellectuelle pour tromper les naïfs. Ils se réclament au départ, ils faisaient semblant de dire que lui, c'est lui, moi, c'est moi, mais aujourd'hui, ils le célèbrent en grande pompe. Donc, c'est les naïfs qui peuvent être trompés. Donc, moi, je ne sépare pas les deux. C'est le même régime. C'est les gens qui se comportent comme ils ont un droit divin sur le Togo. Je vais vous poser une question que beaucoup de Togolais m'ont renvoyée en inbox également. Ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut commémorer les 20 ans de disparition de Gnassingbé Eyadema, un dictateur d'ailleurs, en grand pompe. On a vu des images au nord où il y a encore, on a reçu, comme au temps d'Eyadema en animation, des anciens chefs d'État pour les louer. Alors, ça revient. Ces images ont aussi choqué certains Togolais. Alors comment peut-on commémorer les 20 ans de disparition d'un dictateur qui a opprimé son propre peuple et à la mort de Gnassingbé Eyadema? Sa mort a causé au moins plus de 1000 morts. Vous êtes allumé au Togo. Comment les Togolais reçoivent ou bien ont perçu cela, Binafan Koyan? Non,
non, moi je crois que cette célébration en grande pompe du président Yadema s'inscrit dans la logique de l'ériger en force, en paix de l'indépendance. Mais comment le comprendre? Bon, c'est facilement compréhensible. Eux qui nous oppriment, qui sont au pouvoir, c'est leur référent politique. Hein. Donc, ne nous attendons pas qu'ils vont l'oublier comme ça. Donc, eux, ils sont dans la logique de le célébrer, de dire à tous ceux qui croient en lui que ah, vous avez vu, si ce n'était pas lui, on ne serait pas ici. C'est un message. Ils sont en train de nous dire que, mais, quel que soit ce que nous disons, eux, ils savent que c'est grâce à lui qu'ils ont le pouvoir. Donc, moi, sans partager ce qu'ils ont fait, mais moi, je les comprends. Donc, moi, je les comprends. Eux, ils ont célébré leur référent politique qui tente d'ériger en paix de la nation. Mais il faut reconnaître, il faut rappeler que ce n'est pas seulement à partir de ce colloque qu'ils ont tenté d'ériger. Il y a demain en paix de la nation. Et moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait déjà eu une commission d'universitaires, même, je peux me rappeler même qu'à l'époque, il y avait Monseigneur Agneron qui faisait partie de cette commission. Ils avaient déjà tenté d'ériger il y a demain en paix de la nation. Mais s'ils sont revenus sur ça, c'est parce qu'ils sont conscients que ça ne passe pas dans l'opinion. Vous savez, c'est le Mahatma Gandhi qui a dit la vérité ne deviendra jamais, le mensonge ne deviendra jamais vérité, même si il a enseigné et universellement reconnu. Donc, ne vous étonnez pas, ils vont le célébrer les prochaines années encore, parce que pour eux, c'est leur référent politique. C'est à nous de nous battre pour dire non. Le vrai père de l'indépendance et de la nation, il est connu, c'est Sylvanus Olympio. Et entre parenthèses, avant 1884, avant la colonisation allemande, jusqu'à la bataille pour l'indépendance, mais le Togo n'était pas une nation, c'était plusieurs nations. Plusieurs nations, il y avait la nation Tchokosi, ça veut dire que les peuples qui vivaient et qui n'avaient pas forcément des liens solides. D'accord. Mais c'est le colon qui nous a mis ensemble et on s'est battu. Merci, je vous comprends. Binafan Koyan, comme on n'a pas assez de temps dans ce débat citoyen, vous êtes leader et politique. Il y a environ un mois, vous avez sorti une déclaration liminaire avec aussi la société civile. Vous avez dit au peuple togolais, vous avez rappelé au peuple togolais que le 20 février prochain prendra fin le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Comment allez-vous vous organiser? Mais on vous refuse des manifestations, vous n'avez plus droit à des meetings, est-ce que vous avez droit ou pas? Donc de toute façon, on vous les refuse. Il n'y a plus moyen de vous mobiliser. Alors, quoi faire concrètement? Vous avez même dit tout à l'heure qu'il n'y a même pas de bilan, quand on parle de bilan. Non, monsieur Sylvain, par rapport à votre question, moi je voudrais d'abord qu'on dise au peuple togolais qu'on ne libère pas un peuple, le peuple se libère. Donc, toutes nos actions, notre communication doit aller dans le sens de sensibiliser le peuple à prendre son destin en main. D'accord. Personne ne viendra. Un leader est un guide. Un leader, c'est un résistant qui prend le devant, mais sans le peuple derrière, le leader n'est rien. Donc, il faut que fondamentalement les Togolais comprennent que ce n'est pas les leaders de l'opposition qui viendront les libérer. C'est ensemble qu'on va libérer. Donc, s'il y a des actions à mener, nous traçons, les leaders vont tracer les voies, mais fondamentalement, ça ne peut marcher que si le peuple suit. Et puis, par rapport à tout ce qui doit être mené, bon, il y aura certainement des choses qui vont se faire, mais est-ce qu'il faut les exposer sur la place publique? Voilà, TikTok étant la place publique, ce qui est faisable ici, c'est de dire au peuple que c'est pour se libérer, il doit se battre. Voilà, moi, je crois que nous, pendant longtemps, nous avons commis l'erreur de croire qu'il y aurait un Messie qui viendra nous libérer. C'est le peuple qui se libère, ça a été comme ça de par le monde. Et par rapport au fait que les manifestations sont interdites, est-ce que vous pensez que c'est les manifestations? Il se pourrait, je ne vous coupe pas, hein, il se pourrait que ce peuple dont vous parlez est traumatisé par la violence qu'a toujours utilisé le dictateur au Togo pendant près de 58 ans de règne de Gnassingbé. Dictature, on les massacre, on les tue par tous les moyens. On les enferme, on les emprisonne. Non, Sylvain, c'est une évidence. Ce que vous avez dit, nous tous nous avons constaté que le peuple a seulement suffi de brimades quand même. Le peuple n'est pas des kamikazes. Hein?
Le peuple, c'est même pas un kamikaze. Il a tellement suivi de brimades. Bon, qu'il a reculé, mais il a juste reculé. Moi, je ne crois pas qu'il a abdiqué. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez même que c'est les manifestations autorisées qui vont permettre au peuple de se libérer? Non, on ne prend pas une permission pour se libérer, Sylvain. Le peuple va trouver les ressorts nécessaires pour se libérer. J'en suis convaincu à 200%. Ça prend du temps, mais ça arrivera. Parce que le Togo, c'est notre propriété commune. Il n'y a pas de gens qui ont un droit divin sur le Togo, qui ont le droit de régner à vie, et que les autres sont obligés de regarder faire comme si nous étions des étrangers. Non, c'est notre pays à nous tous. Si c'est comme votre papa meurt, il laisse de la richesse. Si vos grands frères veulent la confisquer, vous devez vous battre pour avoir votre part. Il faut que le peuple togolais se batte. Il n'y a pas un Messie qui viendra nous libérer. Nous allons nous battre. Moi, je suis confiant qu'un peuple ne dort jamais définitivement et que le peuple togolais va se libérer. Ce que nous disons, ce n'est contre personne. Le changement n'est pas contre personne. Nous nous battons pour un peu plus de justice, d'équité pour tous les Togolais. Il est hors de question qu'une partie des Togolais s'assied sur les biens du pays alors que la majorité broie le noir. Donc, cette bataille-là, si vous la faites, et si c'est ça qui doit vous amener en prison, je crois que vous devez être fiers d'avoir accompli une mission. Maintenant, vous dites que les gens, on va arrêter les gens. Oui, on va continuer par nous arrêter. Ils vont utiliser les moyens à leur disposition. Vous croyez que quoi? Qu'ils vont croiser les bras et nous laisser nous libérer? Non, hein? Ils ne vont pas croiser les bras. Ça à nous de redoubler d'ardeur. Nous devons tenir ce langage au peuple togolais, que l'oppresseur ne libère pas l'opprimé de son propre gré, que c'est par une bataille. Voilà. Donc, dites ça. Merci. Le dire comme ça, ce n'est pas une question de radicalisme. C'est juste rappeler les principes de toute lutte de libération. C'est tout. Maintenant, si c'est pour ça qu'il y a des gens, parce qu'ils disposent de la force, ils peuvent amener les autres en prison, si ça peut leur permettre de rester longtemps au pouvoir, qu'ils le fassent. Mais moi, je suis convaincu que mettre les gens en prison, contraindre les gens en exil, tuer, ça n'empêchera jamais un peuple de se libérer. Ça prend du temps, mais ça arrive. Voilà ce que moi, je voudrais dire. Merci. Merci, Bilafan. Je ne sais pas si vous avez encore un message très important sur ce débat. 58 ans de règne de Gnassingbé, 38 ans pour son papa, Feu Gnassingbé, et à débat, 20 pour Fort Gnassingbé, son fils. Est-ce que vous avez un message important, surtout au peuple togolais, dont vous... Non. En fait, nous devons être de bons observateurs. Et si nous sommes de bons observateurs, nous devons comprendre que ce régime-là, il n'est pas là pour nous. Il n'est pas là pour le peuple. C'est une oligarchie. Une oligarchie qui est solidaire dans le mal. Donc, même moi, je n'attends même rien d'eux. Donc, c'est pour ça que moi, je ne me prête pas à l'exercice de bilan. Ils ne sont pas là pour nous, ils sont pour leur petit groupe. Mais le professeur Aokou vous a décrit l'état de notre école. Donc après 58 ans au Togo, tout est à refaire. Oui, il vous a décrit l'état de l'université. Aujourd'hui, il est évident, on trompe les gens que l'université de Lomé est l'une des meilleures en Afrique, mais au coin de ces gens, tous ont envoyé leurs enfants à l'extérieur. Si nous avons une école aussi bonne, pourquoi on envoie nos écoles? Merci, Bilafad. Merci. Aujourd'hui, quand tu prends l'école publique, même les enseignants sont obligés d'envoyer leurs enfants dans le privé parce qu'ils savent que le privé fait mieux que le public. Donc, bref, moi, je ne m'attarde pas au bilan parce que je sais que les gens qui nous gouvernent là, ils ne sont pas là pour faire notre bonheur. Donc, c'est une illusion d'attendre qu'ils changent, qu'ils s'amendent et qu'ils fassent quelque chose de nous. Non, pour nous. Merci. Ils ne le feront pas. Merci infiniment d'être passé dans cette émission citoyenne, la voix du peuple sur Radio Kanalka, sur Radio Avoloti, tapoter, partager. Et vous qui venez de nous rejoindre, le débat est lancé avec nos invités. Mais dans quelques instants, on va aussi... Donc, s'il y a des gens, vous pouvez me descendre. Hein? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Bilafan Koyan, et bonsoir, et bonne continuation à vous l'été. Alors, tapoter, partager, 38 ans de règne, mais 58 ans de règne de Gnassingbé, bilan, et on en parle aussi avec vous, avec nos invités. Et je pense que le professeur Aokou a un souci de connexion. Je ne sais pas s'il est revenu. Est-ce qu'il est revenu, professeur Aokou? Bonsoir. Rebonsoir. Alors, s'il n'est pas là, est-ce que vous êtes toujours avec nous, Nyamasa Solendo? Votre micro, Oui, je suis bien avec vous. D'accord. Je suis bien branché.
on parle toujours de bilan des 58 ans de règne de Gnassingbé. Alors, on va parler un petit peu sur le plan social. On a entendu parler d'un mandat, d'un mandat social de Faure Gnassingbé. Vous êtes un peu à l'extérieur, mais vous avez la famille et les amis au Togo. Est-ce que vous pensez qu'il y avait effectivement, sans langue de bois, un mandat social? Est-ce que, puisqu'il y a eu tant de grandes sociales au Togo, quand on parle de bilan, même sur le plan social, Non, mais il ne peut pas avoir un bilan social, puisque l'objectif, la nature de ce régime, la nature de la bête, ce n'est pas de s'occuper du bien-être des Togolais, c'est de les esclavagiser, de les exploiter, de les terroriser, de s'accaparer du fruit de leur travail, un peu comme au temps de l'esclavage là dans les Saint-Zala. Et de cette situation, eh bien, l'objectif n'est pas le bien-être des Togolais. Donc c'est tout à fait évident que l'État du Togo, l'État délavé du Togo, ne se transforme en enfer pour les Togolais. Voyez-vous? Alors, si on prend la gouvernance économique, eh bien, on voit que le choix fait par ce régime, c'est l'endettement du pays. Alors, l'exploit qu'ils ont fait, c'est de passer de l'état de pays pauvre à pays pauvre très endetté. Ça, c'est un exploit pour eux. La dette du Togo explose. On parle de 4 000 milliards de dollars américains, qui équivaut pratiquement à la fortune de la famille Gnassingbé. Port est venu le multiplier par 4. Vous voyez, le Togo est transformé, je dirais, en un territoire où on raquette le Togo à chaque coin de rue avec le système de péage. Le Togo n'a pas la possibilité aujourd'hui de pouvoir jouir des fruits, n'est-ce pas, de ces infrastructures. Le port autonome de Lomé, par exemple. Donc vous voulez nous dire, même qu'au Togo, c'est du mensonge, ce projet FNFI sur le plan social. C'était la poudre aux yeux, là? Mais c'est la poudre aux yeux. Absolument. Alors, je vais vous citer le rapport d'Amnesty International. OK? Ce rapport est intitulé Togo, des femmes accouchent pour terre à cause du manque de personnel et d'équipement. Et ça, c'est Amnesty International qui produit ce rapport. Il estime qu'au Togo... Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il y a certains Togolais qui disent que non, l'opposition ne fait absolument rien pour nous. Au moins, si Faure arrive à nous donner ça et ça, au moins, on peut lui donner une chance. C'est ce qui se dit entre certains Togolais lambda au Togo. Parce qu'ils tassent l'opposition ne fait absolument rien pour nous. Donc, on leur donne des fois 5 000 francs, 10 000 francs, un projet FNFI, on vous fait des prêts de 30 000, 40 000 francs. Alors là, le gouvernement, bien, faut faire quelque chose pour le pays. Ben, écoutez, la situation est trop sérieuse pour qu'on puisse regarder sur, je dirais, des histoires qui choquent la conscience humaine. La condition des Togolais est tellement grave que on ne peut que se révolter face à la façon dont les Togolais sont déshumanisés. Vous imaginez que les Togolais meurent comme des mouches. Cette expression ne vient pas de moi, c'est d'Aokou Péré, un des barons du régime qui l'a dit. Vous allez à l'hôpital, le seul hôpital de renom du Togo, l'hôpital CHU de Togo, et les conditions sont tellement exécrables que vous ne pouvez pas imaginer que ceux qui dirigent le Togo ont un cerveau, ont un cœur, ont une humanité. Mais c'est dit que le Togo est sinistré. C'est très très grave ce qui se passe. Les bébés togolais n'ont pas de couveuse. Un prématuré, eh bien, on doit le mettre dans une couveuse parce qu'il n'y a que 1 ou 2
et puis les autres sont à l'air chaud. Et on D'accord. dit, quelques minutes plus tard, Hmm. on change de couveuse. Mais c'est incroyable. Vous voyez, on Donc, a en gros, vu on va aller rapidement. On n'a pas assez de temps. En gros, même si le plan social, le bilan est chaotique le sous, bilan est chaotique. sous les Nsingbi. Bien. C'est Trimon qui l'a dit. Ils ont hérité de Yadema, un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. D'accord. Même ils en sont conscients. Il D'accord. faut Gnassingbé venir encore l'enfoncer davantage. Ok, on va. Le Merci. résultat est complètement chaotique et catastrophique. Fort Merci, est très merci, Thierry. incompétent. D'accord. Il est nul et nullissime. D'accord. Sa gouvernance Je dois est gérer le temps, complètement- Thierry. Je vous comprends. Je dois gérer le temps. Et entre-temps, je pense que le professeur Aouko avait un souci de connexion. Je pense qu'il est revenu. Tout à fait. Tout à fait, Rebonsoir, monsieur. professeur Aouko. Bonsoir. Alors, bonsoir. Vous avez suivi Kalgaba, vous suivez Tchenyamassa Losson Lelou et un leader politique aussi de l'opposition au Togo, Bidavan Koyan. Alors, quand on parle de bilan, on a parlé entre-temps de l'éducation, à l'université même, au cours primaire, collège, tout est à refaire. Et vous l'avez relevé dans ce grand document, dans cette initiative NCC, nouveau contrat social. Alors, social, donc quand on parle de social, Faure Gnassingbé avait parlé d'un mandat social. Est-ce que vous en avez vu quand même le fruit au Togo, vous qui êtes à l'homme au Togo? J'avoue que je ne vois pas autour de Pourquoi moi. vous rigolez? Parce que Je ne vois pas autour de moi ce qu'on appelle le social. Le social, c'est d'abord la solidarité. D'accord. La solidarité, c'est d'abord la solidarité envers ceux qui n'en ont pas et ceux qui sont citoyens et qui ont besoin de la contribution des autres pour exister. Aujourd'hui, quand vous prenez tous les secteurs, vous allez voir que tout est fait exprès pour éviter à la société, à la frange de la société la plus pauvre de jouir des biens de l'État, qui est un bien collectif. Et donc, quand vous allez dans les hôpitaux, dans les écoles, quand vous voyez les moyens qui sont déployés pour répondre aux besoins incommensurables de la frange la plus défavorisée de la société, vous vous rendez compte qu'en vérité, il s'agit d'un naufrage. Il s'agit plutôt d'un slogan de plus. Je voudrais d'abord rectifier certaines choses. D'abord, au Togo, généralement, on dit à quelqu'un qui veut jouir de son droit à l'expression, on dit qu'il fait de la politique. Il s'agit de quoi au juste? Quand je dis que quelque chose ne va pas, je ne fais pas de la politique, je dis que ça ne va pas. Ça n'a rien de politique. Donc ça veut dire que l'arrestation d'Afessio vous fait du mal aussi. Même si ça a quelque chose de fondamentalement Je vous pose une question, je vous relance. C'est pas pour faire quoi que ce soit. Oui. Alors, la deuxième chose, professeur Aouko, attendez, je ne vous coupe pas. C'est important aussi, c'est aussi important pour nous. Vous dites que oui, des fois, quand on n'accepte pas, on doit aussi dénoncer. Il y a Afessio je ne sais pas si vous avez entendu parler, Agben Enrevi, Isabelle, il a été arrêté juste pour avoir écrit un poème dans lequel il a dit Togolais indignez-vous, donc on l'a arrêté. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire qu'un citoyen a le droit de s'exprimer. C'est par ce qu'il dit que l'on sait qu'est-ce qu'on doit faire et dans quelle direction on va aller. Si on n'a même pas ce jauge-là, ça veut dire que ne parlons même pas de démocratie, ne parlons même pas de politique. Ici, nous sommes dans une situation de déception où on croit nous brandir l'idée que nous vivons dans une société, alors que nous n'en sommes pas du tout. Parce que dans quelle société on peut vivre sans être participant de cette société? Et ça n'a pas de sens. Autre chose, autre mensonge. On dit la classe politique togolaise ou de l'opposition n'a rien fait. Je dis, mais attendez, vous parlez de quoi? Quand on parle de l'opposition dans les pays où on suppose qu'il y a une vie démocratique, c'est que cette opposition-là a une existence. Elle a non seulement une existence légale, mais ensuite, elle joue comme étant une possibilité d'alternance
Or, au Togo, on n'a jamais eu une classe de l'opposition. On n'a jamais eu une organisation de l'opposition. Je dis et je maintiens que dans un contexte où on est dans un monolithisme total, où on refuse même aux citoyens qui est supposé être représenté son droit à l'expression, ça veut dire qu'on n'a même pas de classe de l'opposition. À plus de forte raison, aller demander à cette classe-là d'être comptable de quelque chose. Donc, ce sont des mensonges. Et en matière d'éducation, quand on commence par des mensonges, on finit aussi par des mensonges. C'est un peu dans cette logique-là que nous sommes au Togo. C'est-à-dire qu'on est dans une mythomanie totale où les gens prennent le jour pour la nuit et la nuit pour le jour. Et quand c'est inversé comme ça, vous voyez déjà qu'il y a déjà un problème. Et il faut que nous nous remettions dans une situation normale où le citoyen ait sa place et qu'il s'exprime et que son expression soit le lieu où il réclame la solidarité nationale, soit le lieu où il dise ce qu'il attend de ceux qui sont censés le diriger, etc. Sans ça, nous sommes dans l'illusion parfaite d'un pays qui n'existe pas ou d'un pays qui donne l'impression d'exister, alors que véritablement, les fondamentaux pour qu'une nation existe ne sont pas là. Et quand vous n'avez pas les fondamentaux pour qu'une nation existe, vous ne pouvez pas parler de perdre la nation. Tout à fait. C'est ça Professeur Aoukou, vu que le réseau est très, très bon, maintenant on va en profiter, tapoter, partager pour maintenir très actif ce live TikTok de Radio, dans le cas de Radio Avolonté. Merci de votre résistance, merci de votre fidélité. On va donner la parole dans une vingtaine de minutes aussi également à d'autres intervenants qui souhaitent également réagir sur ces 58 ans de règne de Gnassingbé, bilan de 58 ans, 38 ans du père et 20 ans de Faure Gnassingbé qui continue à brimer son peuple. Alors, professeur Aoukou, on va vous poser cette question. Ça fait presque 58 ans que ça dure, règne de Gnassingbé. Alors, on parle des intellectuels. Alors, quelle implication de l'intellectuel togolais dans ce combat que nous menons? On voit que vous, je ne dirais pas qu'il n'y a que vous, universitaires, qui parlent, mais vous êtes très peu à réagir. Pourquoi ce silence? Des avocats, des médecins, des universitaires, pour ne citer que cela. Professeur Aoukou. Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Depuis la nuit des temps, dans le champ politique au Togo, les acteurs se sont distingués d'une manière ou d'une autre, et il n'y a jamais eu de période où il n'y ait pas d'intellectuels qui prennent la parole pour dire ce qu'on pense ou ce que devait être l'orientation à donner à la vie en groupe, à la vie dans la société. Alors, si aujourd'hui on en est arrivé à cette situation, c'est que, étant conscient d'une façon de faire dans le pays, certains ont jugé que les citoyens n'ayant pas leur rôle, n'ayant pas une place dans la société, ils se disent, à quoi ça sert s'il n'y a même pas de place pour le citoyen? À quoi ça sert pour moi d'aller m'exprimer si je sais que le citoyen n'est même pas écouté? C'est d'ailleurs la preuve, si beaucoup d'intellectuels ne prennent pas la parole, ça doit être la preuve pour notre pays qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, normalement, dans un pays qui se veut normal, qui fonctionne selon les principes d'un État, ne serait-ce qu'un État de droit primaire, on peut voir que tout le monde peut s'exprimer, y compris les intellectuels. Mais si c'est eux qui sont les premiers à se taire, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas du tout, nous ne sommes pas du tout dans une démocratie. Et donc, on doit pouvoir le lire comme ça et le dire. Et que vous voulez insinuer que ces intellectuels ont peur de réagir, de peur de perdre leur travail, leur poste, juteux, entre guillemets. Parce que non, dans cette émission, on parle sans langue de bois. Parce que le peuple togolais a tant donné. Attendez. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que nous avons tendance à confondre les rôles et éventuellement ce que nous pensons être comme étant le champ de l'engagement. Je suis un médecin, je suis chargé de guérir des malades. Mais face à une situation, je suis obligé de prendre la parole pour dire non. Socialement, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un État qui fonctionne et que je n'ai pas à subir la défaillance de l'État. Et donc, en tant que médecin, je prends la parole pour dire ça ne va pas. Et donc, dans ce ça ne va pas là,
je peux m'engager et même m'engager politiquement pour dire je veux que les choses se corrigent. Ici, c'est que nous sommes dans un pays totalement affole, où les rares qui ont encore la possibilité de parler savent a priori que ce n'est pas ce qu'ils disent qui va être pris en compte, mais ils le disent et ils le maintiennent comme tel. Pour eux, c'est un flambeau. Ils en font leur étendard et ils s'engagent pour ça. Alors, celui qui n'a pas cette force-là de considérer que pour lui, il y a un rôle social à jouer et à maintenir la flamme d'un truc, il va tout simplement se dire, ben, le champ de l'action politique n'étant pas ouvert, et donc pourquoi je vais prendre le risque d'y aller? C'est parce que tout ce que je dirais ne sera même pas pris en compte. Tu vois, donc c'est des questions de principe. Maintenant, il y a la question des intellectuels qui s'engagent pour les causes qui ne sont pas celles des causes nationales, des causes sociales. Eux, ils ont tronqué leur conscience contre le fait de vouloir avoir des retombées pour pouvoir jouir de cela dans la société. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé dans un pays et puis je m'inquiétais de la manière dont les collègues universitaires s'engageaient sur le champ politique. À la limite, il y avait une désertion des amphithéâtres au profit des cabinets ministériels, etc. Je leur disais, mais il y a un problème, c'est à vous d'aller former la conscience à la base et d'indiquer aux jeunes comment est-ce qu'un pays doit être géré. Ils me disent que quand vous rentrez dans un avion et que vous traversez la partie, la classe affaires, et que vous voyez que tous ceux qui occupent la classe affaires sont vos étudiants, et peut-être même que ce sont les étudiants les moins disants, ou ceux qui n'ont pas été les meilleurs de vos étudiants, et que vous, qui les avez formés, vous vous retrouvez à la queue de l'avion, dans la partie économique, alors vous vous dites, mais attendez, il faut aller les dégager de là, il faut prendre leur place. Tout à fait. Donc, il y a certains qui sont dans cette logique-là, et moi je dis que je ne suis pas dans cette logique-là. Je crois que un intellectuel, c'est d'abord quelqu'un qui sait, mais qui épouse la cause de la vérité, la cause de la beauté et la cause du bon sens. Sans ça, tout ce qu'on a appris ne sert à rien. Tout à fait. Je dois malheureusement gérer le temps. Il nous reste que maximum 40 minutes dans ce débat citoyen. Kalgaba, rebonsoir. Alors, ça fait 58 ans que une seule famille dirige le Togo. On a fait un bilan accablant, chaotique sur tous les plans. Le Togo est à reconstruire. Alors, quelle implication des intellectuels togolais? Il y a des avocats, des médecins, des enseignants, des universitaires. Il y a quelques-uns qui osent, puisque nous sommes dans une dictature, tout le monde a peur. C'est ça le vrai problème. Kalgaba. Tout d'abord, il faut expliquer la perversité de Faure Gnassingbé. En gros, il était en train de célébrer les 20 ans, il était en train de faire un hommage des 20 ans de la mort de son père, mais tout en célébrant les 20 ans de sa forfaiture sur le Togo. C'est vraiment du bonneto, hein. C'est une stratégie d'image. Il est dans l'image. Il est dans l'illusion. Quelqu'un disait tout à l'heure, c'est un mythomane. Mais c'est un mythomane qui a dépensé des milliards de francs pour le 5 avril. Il a dépensé des milliards pour nous mettre la poudre aux yeux au pauvre peuple togolais, de faire croire qu'effectivement, qu'il est le roi. Il est en train de se célébrer. Ils ont fait des pagnes, des livres, des goodies. Et le pire, dans la supercherie, qu'il intronise, hein, c'est une intronisation qu'il a fait le 5, là, pour poursuivre sa forfaiture, pour poursuivre son coup d'État. En gros, il invite des anciens chefs d'État africains qui ont joué ce jeu-là. Depuis quand avez-vous vu quelqu'un venir à un funérail ou à un hommage funéraire ou à un hommage d'un défunt et se faire décorer?
Depuis quand avez-vous vu dans une période où il est supposé honorer les 20 ans de faire le deuil de son père, des 20 ans du deuil de son père, et puis il décore les caciques de son pouvoir, 4 personnes. Barké, Sina et puis 2 généraux de l'armée. Vous voyez, c'est ça le régime Faure Gnassingbé. Il va se payer des journaux, il va se payer de la publicité, il va avoir sa diarrhée financière. Mais la diarrhée financière avec notre argent, avec le travail des Togolais, avec l'impôt des Togolais. Donc vous voulez insinuer que beaucoup d'intellectuels togolais se sont fait acheter par Faure Gnassingbé? Oh, je ne vais pas aller jusqu'à là. Je vous parle de l'illusion. D'accord. De ce qu'il est en train de faire. Il est toujours dans le faux semblant. Homme de paix. Est-ce que vous avez vu au Togo? Mais le nombre de sociétés d'événementiel qu'il y a, il n'y a que ça au Togo. Des palais de congrès, des colloques de ci, des conventions de ci, des réunions de ci, des séminaires de ci. Vous avez également vu chaque fois, il est premier pour la natalité, il est le premier pour l'économie en Afrique, il est le premier de la meilleure gestion. Toujours du bluff, toujours de l'illusion. C'est très important que les Togolais comprennent que c'est un système factice qui repose sur absolument rien. Et comme le disait l'un des intervenants tout à l'heure, et j'en profite pour remercier cet intervenant qui expliquait à nos compatriotes que c'est à nous de nous libérer. N'attendez pas un homme providentiel qui va venir de quelque part pour vous libérer. La mission de certains porte-parole du peuple, c'est simplement marquer le coup, ne pas lâcher le pouvoir, ne pas lâcher la bataille. Donner des indications, témoigner, pointer ce régime. C'est ça notre travail. C'est ça notre devoir, c'est ça notre mission. C'est de garder la flamme. Et je saisis l'occasion. Vous parlez des intellectuels, mais je vais parler de nos frères et sœurs qui sont engagés dans la lutte sur le terrain. Arrêtez de les incriminer parce que être opposant au Togo, c'est quelque chose d'impossible. Les manifestations sont interdites. J'en profite en même temps pour dire à tous les auditeurs, à tous nos compatriotes, que le 13 février, nous serons de nouveau à Agoué pour célébrer Sylvanus Olympio, pour aller chercher de l'énergie dans ce qu'il avait comme ambition pour vision au Togo. Et pourquoi il est attaqué sur la notion de père de la nation? Parce qu'on veut le faire oublier. Toujours cette comédie qui consiste à nous faire prendre une dictature pour une démocratie. Les intellectuels, certains sont dans leur rôle. D'accord. C'est-à-dire, il faut savoir lire entre les lignes. Quand moi je vois un intellectuel togolais faire un hommage de Faure Gnassingbé, en gros, j'inverse sa logique. D'accord. Quand il dit que c'est bien, comprenez qu'il est en train de vous dire que c'est mauvais. Kalgaba, on doit gérer le temps. choix. Merci. 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 Maintenant, avant de relancer nos auditeurs qui nous suivent, merci infiniment de votre fidélité. On a une trentaine de minutes pour recueillir aussi votre réaction, bien vos réactions par rapport à ces 58 ans de règne de Gnassingbé, 38 ans pour Yadema et 20 ans pour Faure Gnassingbé. Avant cela, Tché et Nyamaselo Sonelou. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ce bilan accablant, chaotique, tout est à refaire au Togo, même si certains Togolais disent que oui, le Togo va un peu bien. Alors c'est vous qui êtes dans un monde un petit peu superficiel, vous êtes des radicaux. Alors, même sur la gouvernance politique et économique, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus avant de relancer nos invités, ceux qui nous suivent, nos auditeurs et auditeurs? Oui, en effet, quand on revisite les 20 ans de calamité
de kakistocratie, c'est-à-dire la gestion d'un pays par des mauvais en termes d'incompétence notoire, on se rend compte que la constance dans la gouvernance de forfaiture de Faure Gnassingbé, c'est le mensonge. C'est une forme de ruse et qui fait en sorte qu'il est de mauvaise foi. Quand il prenait le pouvoir dans le sang, en massacrant plus de 2000 de nos compatriotes, il a eu la complicité des présidents de la CEDEAO et surtout de la France qui l'a imposé d'ailleurs, il faut le souligner. Et ça s'est traduit par un accord, l'APG. Mais vous avez vu qu'il n'a jamais respecté cet accord. Et depuis 90, on a compté jusqu'à 28 accords. Il a mis 13 ans pour pouvoir pour un début d'implémentation, mais ça s'est traduit par le braquage de la Constitution en 2020 et puis en 2024. Donc, sur le plan même des accords politiques, eh bien, on voit que c'est un monsieur qui est sans foi, qui est sans loi. Pour l'aspect des élections, il n'a jamais gagné aucune élection au Togo. Il s'est toujours imposé par la fraude et ensuite par la violence. Sur le plan des institutions, un pays est gouverné par des institutions. Et donc, quand on prend l'Assemblée nationale, on a vu comment il a transformé l'Assemblée nationale en une caisse de résonance où il a nommé en décembre 2018 tous les membres de cette Assemblée. Néanmoins, eh bien, cette Assemblée qui lui obéit au pied ou au doigt, eh bien, cette Assemblée, il a encore braqué cette Assemblée avec la 5e République. Donc, vous voyez, alors, si on prend même sur le plan maintenant de la gouvernance économique, ben là aussi, c'est catastrophique. Le Togo s'est endetté. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est devenue... Beaucoup d'entreprises togolaises sont privatisées, des banques aussi. Les banques, nos joyaux, les bijoux de la famille, que ce soit la BTCI ou encore les banques de développement, tout ça a été privatisé, donné à des étrangers. Les entreprises de phosphate ne paraissent même pas dans le budget, leur contribution dans le budget national. Vous voyez, la téléphonie est gérée par des étrangers. Donc, on a une forme de mafia qui s'est accaparée des ressources du Togo et qui exploite les Togolais. Et ces travailleurs qui se lèvent très tôt le matin et qui reviennent très tard le soir, c'est le fruit de leur travail. Merci, Tché. On doit gérer le temps. De mafia que lui-même il a appelé la minorité pieuse. Ils sont enrichis. Si vous comptez les milliardaires togolais, vous n'allez pas croire. Ils sont des généraux, ils sont des ministres, et alors que, bon, en même temps... On vous laissera le temps de conclure, s'il vous plaît, sinon les auditeurs et auditrices ne seront pas contents. Et la révolte doit nous amener à la révolte. Merci. D'accord. D'accord. Merci. On doit donner maintenant la parole aux auditrices et auditeurs également qui font la demande. Je pense que Fovi Katakou doit m'aider, mais je ne le vois pas. Je montre moi-même les intervenants, c'est un peu compliqué pour moi. Je ne sais pas si tu n'as pas la main pour gérer la modération. J'arrive à comprendre quand même. Merci Fovi Katakou. Alors, débat citoyen, c'est qu'en 8 ans de Faure Gnassingbé, Bila Akambla, dès 38 ans de règne de père et 20 ans pour son fils Faure Gnassingbé. Alors, quelle implication du peuple togolais et également, surtout, des intellectuels togolais pour reconstruire le Togo? On va prendre Ras Diego. Bonsoir, Dobilomé. Votre micro, Ras Diego. Oui, bonsoir, Amos, depuis la 6. Vous avez 2 minutes pour maximum, s'il vous plaît. Allez-y au concret. Votre message. Ok, merci pour m'avoir donné la parole. C'est très difficile de parler lorsque vous êtes sur un panel avec le professeur Doku et M. Kalgaba, parce qu'ils ont dit déjà presque l'essentiel. Aujourd'hui, le bilan, tout le monde le sait, c'est Gnassingbé Yadema qui hérite d'un pays sans dette et qui endette le pays. Et son fils vient également 20 ans après. Le constat est visible pour tout le monde. Maintenant,
Rajouter à tout cela, c'est des emprisonnements des citoyens. Une fois que vous parlez de la situation tragique du pays, vous avez le choix de vous exiler ou de vous retourner en prison. Je ne sais même pas pourquoi nous, on est encore dans nos maisons. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut écrire un poème et se retrouver en prison, je pense que bientôt, même nos rêves vont nous amener en prison. Lorsque nous allons rêver, ça va nous amener en prison. Donc, je demande aux gens de faire attention quand ils rêvent. Aujourd'hui, cette histoire de bilan, moi, je pense que il n'y a que moi qui le prends ainsi. Hein. Je pense que c'est une diversion que Faure Gnassingbé veut nous amener à faire. Il y a deux choses plus importantes que nous devons attaquer. Mais j'ai compris par les grands frères qu'il y a le devoir de mémoire. Nous avons des petits frères qui arrivent, nous avons des enfants qui arrivent, qui ne connaissent pas l'histoire, à qui nous devons rétablir la vérité. C'est en ça que c'est important de faire ces genres d'émissions pour éclairer les gens. Et je voulais dire également aux Togolais, comme les gens l'ont déjà dit, qu'il n'y aura pas de sauveur providentiel. Les Togolais vont se sauver quand ils comprendront qu'ils sont les seuls maîtres de leur destin, comme l'avait proclamé le père de l'indépendance. Seuls les Togolais peuvent se sauver. Personne ne viendra nous sauver de notre mésaventure. Parce que si on pense qu'il y aura un maître qui viendra nous affranchir, il n'arrivera pas. D'accord. Nous avons beau prier, nous avons beau tout faire, ça n'arrivera pas. Il faudrait que tout le monde dans son petit coin lève le petit doigt Fait sa part. pour faire sa part. Merci. Merci Raj Diego. Brève intervention, mais très instructive. Hein. Alors, on va prendre maintenant, je pense que finalement, le professeur David Ekwe-Dossé nous a rejoint. Sûrement, je suis sûr que c'est lui. Bonsoir, professeur David Ekwe-Dossé, depuis Lomé. Amos, bonsoir à tous. Je voudrais présenter vraiment toutes mes excuses, mais j'ai été retenu par une urgence et c'est maintenant que j'ai pu me libérer. D'accord, on sait que vous êtes médecin. D'accord. S'il faut sauver une vie, il faut le faire. C'est important. Alors, merci de la compréhension. Alors rapidement, on fait un bilan de ces 48 ans de raid de Gnassingbé, 38 ans d'Iadéman et 20 ans de Faure. Je sais que vous avez pris le temps en marche, mais voilà. Quelle est votre réaction? En gros, vous êtes médecin à l'hôpital. Qu'est-ce que vous vivez? Alors, racontez-nous un petit peu. Voilà, mais faites-nous votre bilan en tant que médecin. Professeur David Ekwe-Dossé. Merci, je vais essayer d'être bref. J'ai déjà écouté les différentes interventions. Merci d'avoir rappelé que malheureusement, dans notre pays, les ressources sont utilisées à autre chose. C'est ainsi qu'on se rend compte qu'il peut y avoir 3 années successives où une ressource principale comme le phosphate ne sert pas à développer la santé, ne sert pas à développer l'éducation, mais en tout cas les recettes engrangées n'apparaissent pas dans les livres de compte. Les exemples sont nombreux, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous m'avez demandé de me prononcer sur la santé. Pour simplifier, je vais dire la santé, c'est 3 ou 4 piliers. Les piliers, ce sont les infrastructures, c'est l'équipement, le matériel. Un des piliers également importants, bien sûr, ce sont les ressources humaines. Et je vais prendre très rapidement vraiment l'état actuel du secteur de la santé. Et j'espère que ça va changer avec les nouvelles autorités qui sont arrivées, si elles peuvent disposer des coups des franches pour travailler, je prie pour ça. Mais c'est que par exemple pour les ressources humaines, nous sommes en déficit chronique. En déficit chronique, et c'est extrêmement grave. Vous avez des secteurs clés qui ont besoin de personnel pour assurer une surveillance adéquate des patients, et malheureusement ce personnel n'existe pas. Je donne un exemple pour que les gens comprennent. Si vous avez par exemple des nouveau-nés, donc ce sont des êtres très fragiles, et ces nouveau-nés sont en réanimation pour les nouveau-nés, c'est ce qu'on appelle la réanimation néonatale, il faut des infirmiers spécialisés qui soient là. Un infirmier peut par exemple prendre en charge 4-5 bébés pour assurer vraiment le maximum de soins de qualité à ces bébés. Mais quand vous avez un seul infirmier qui se retrouve à prendre en charge 30 bébés, c'est impossible. Et c'est l'hécatombe derrière. Pendant qu'il est en train de
d'aspirer un bébé qui est en train de s'étouffer. Vous avez un autre bébé qui fait une forte fièvre, qui est en train de convulser. Vous avez un autre bébé qui nécessite peut-être une transfusion. Et le seul ne peut pas se dédoubler pour aller s'occuper des autres. Je pense que le professeur a un petit souci de micro. Alors, c'est pas grave, on va y aller. Les aléas du direct aussi. Est-ce que le professeur est toujours là? Je ne pense pas. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Alors, il n'est pas là. Il n'est pas là, donc c'est un peu compliqué. Donc, bon, on va recueillir encore quelques intervenants aussi, mais bon, en attendant de revoir tout cela, on va essayer de conclure ce débat citoyen. On va commencer par professeur Aoukou, vu qu'il est encore là et le réseau nous arrange encore. Professeur Aoukou, alors en gros, que direz-vous pour conclure cette émission? Vous avez fait un bilan accablant, chaotique, tout est à refaire. D'ailleurs, le NCC l'a dit, nouveau contrat social, mais comment y arriver Oui, allô? Non, allô? Allez-y. Oui, je suis là. Allez-y. Donc, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et surtout pour la participation à ce panel. Mais en même temps, dire que la nation togolaise a inventé. Inventer la nation togolaise, c'est d'abord donner la place aux citoyens et donner la parole aux citoyens. Laisser le citoyen exprimer ce qu'il a comme ressenti dans ce milieu que nous voulons absolument être une nation pour nous tous. Ça, c'est le premier élément. Avant d'arriver à faire quoi que ce soit, si nous ne passons pas par le travail citoyen qui consiste à fonder la nation togolaise, nous ne pourrons jamais atteindre les objectifs que nous recherchons, quelle que soit notre volonté à vouloir bien faire. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, c'est que la vie en commun nous a montré pendant ces 50, 60 années que nous ne sommes pas dans le vrai. Nous ne sommes pas dans le vrai. Et que nous devons plutôt, pour tous les Togolais que nous sommes, rechercher ce qui est vrai, ce qui est beau et ce qui est pertinent. Si nous n'allons pas vers ces valeurs-là, nous pouvons tout faire, nous n'allons jamais avancer. Je dis et je répète que, quel que soit ce que nous avons comme rôle dans la société, il faut que nous visions essentiellement les valeurs. Et ce sont les valeurs qui seront pour nous le cap à suivre. Aujourd'hui, si nous mettons l'accent sur la personnalité de Sylvanus Olympio, c'est parce que ce personnage a incarné certaines valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons en majorité. Et c'est ces valeurs-là qu'il faut poursuivre. Ce n'est pas tant la personne qu'il est, mais c'est tout ce qu'il a incarné comme valeur. C'est tout cela que nous devons mettre. Et chaque jour, pour nous, c'est une découverte de voir que ce personnage a porté en lui et en lui seul l'essentiel des valeurs que nous, Togolais, nous devons absolument poursuivre. Et il faut que chaque citoyen prenne le... La dernière chose que je voulais, pour laquelle je voulais... Très brièvement, s'il vous plaît. C'est de se dire que rien n'est perdu tant que la lutte sera... Aïe, 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 il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Ça me dérange un peu. Tant que la lutte sera permanente, nous avons le temps de refaire tout ce que nous avons perdu. Et nous ne devons jamais perdre espoir et continuer à travers notre engagement à trouver les éléments pour refaire notre vie en commun, pour refaire une nation togolaise. Et pour le moment, je crois que nous sommes loin du compte. Et il faudra absolument que nous puissions trouver les moyens, au fur et à mesure que nous vivons ensemble, de voir comment nous pouvons construire cette nation. La construction de cette nation-là passe par tous. Il n'y a pas d'exception. Le jour où on sera concerné par la vie de chaque citoyen dans ce pays, c'est en ce moment-là que nous serons en train de construire le pays. Merci. Mais quand on va exclure, quand on va marginaliser, quand on va dénoncer, on va arrêter, on va vouloir, disons, violenter, violer, etc., des citoyens qui sont dans ce pays-là, cette nation-là, nous... Ah là là, je vous en prie, qui a ouvert son micro, on doit faire un effort de garder
de garder un calme maximum poursuivi dans cette émission, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas... C'est compliqué. C'est Nadia, je pense. Hein. C'est ça. Ah là là, c'est pourquoi je pensais que Fovi Katako pouvait m'aider, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, professeur, vous avez encore 1 minute pour conclure. Allez-y. Non, je disais que pour nous, nous avons encore beaucoup d'occasions pour refaire cette nation que le père de la nation, Sylvanus Olympio, a voulu pour nous. Et il faut que chacun se reconnaisse dans les valeurs qu'il a portées et que nous puissions faire en sorte que ces valeurs-là soient les nôtres. Et que c'est au nom de ces valeurs-là que nous allons nous battre dans la tolérance, dans la dignité, dans le respect de la vie humaine, qui est la chose la plus importante. Tant qu'on se donnera les moyens de priver chaque citoyen de sa liberté, de sa vie, je crois que nous serons toujours dans l'illusion que nous sommes en train de bâtir une nation. Voilà ce que j'ai voulu dire. Merci infiniment, professeur Aoukou Kokou. Vous êtes maître de conférence, hein, et professeur à l'université de Lomé, un des initiateurs de ce grand projet, nouveau contrat social, ou bien nouveau contrat citoyen ou social. Et nous devons nous impliquer pour que on arrive à reconstruire le Togo. C'est qu'en 8 ans de règne de Gnassingbé, bilan accablant, vous l'avez dit, vous avez prouvé point par point. Merci infiniment, professeur. À très bientôt pour un autre débat citoyen. Alors, avant de conclure cette émission, ce débat citoyen, je ne sais pas si Nadia nous écoute, si elle veut réagir, maximum 2 minutes. Nadia, bonsoir, depuis Lomé. Je ne pense pas que Nadia nous écoute. Alors, Kalgaba, pour conclure. Monsieur Amos. Oui. Monsieur Amos, j'ai fait une demande. Oui. En tout cas, vous voyez, donc, vous savez même pas que vous êtes en live. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Je savais pas. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Salutations à tout le monde. Oui, ça nous prouve que, attendez. Ça nous prouve que vous nous suivez très souvent dans nos lives. Donc, moi, j'ai vu votre demande et je vous ai accepté. Ça se comprend que vous avez laissé votre micro ouvert, mais c'est pas grave. Alors, votre réaction, si vous suivez ce débat du début, votre réaction par rapport à ce débat citoyen, c'est qu'en 8 ans de règne de Gnassingbé, bilan, maximum 2 minutes, Nanta Touré, si vous voulez réagir. Alors, je remercie tous ceux qui sont sur Radio à vous l'été. C'est vrai, j'ai écouté au même moment, je suivais le débat et au même moment, je faisais aussi la cuisine. Et donc, désolé, je suis un peu fatigué. Ça va aller. Merci. La lutte continue à vous l'été. Merci beaucoup. Merci. À vous l'été, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas de résignation. Alors, Kalgaba, en gros, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Un bilan accablant. Quelle implication des intellectuels et du citoyen lambda? Nos compatriotes, les Togolais, connaissent le bilan de Faure Gnassingbé. C'est le chômage endémique, le désœuvrement de notre jeunesse, l'état des écoles, l'état des hôpitaux, l'état des infrastructures dans le pays. Il suffit d'avoir simplement une pluie et c'est l'inondation totale. Ce bilan-là, on le connaît. Maintenant, ce qui est important, et le message à faire passer à nos compatriotes, c'est qu'il y a suffisamment de mouvements, d'actions, de démarches qui sont en cours au Togo comme dans la diaspora, et je vous invite de vous approcher de ces mouvements. Je vous invite de vous approcher de ces associations parce qu'ils ont besoin de ressources. Ils ont besoin d'hommes, et c'est dans les organisations que l'on apprend le combat politique. C'est dans les organisations qu'on apprend à se discipliner. C'est dans les organisations qu'on apprend la fraternité, la solidarité et surtout la détermination. La lutte se mène dans des organisations. Donc je vous invite aussi dans la diaspora. Il y a une multitude de mouvements, de démarches, d'organisations de la diaspora et je vous invite à les rejoindre ces mouvements, que ce soit sur TikTok ou que ce soit même sur le terrain en présentiel. Je vous recommande vivement de respecter tous ceux qui s'engagent dans le combat politique. Le combat politique n'est pas quelque chose qui s'improvise.
Le combat de lutte de libération, c'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est comme pour nous, pour avoir un métier, on va à l'école, on apprend, on passe des examens, on subit des épreuves, on fait des apprentissages. Et c'en est de même également pour ce qui est de la chose politique. Pour s'occuper des choses de la nation, c'est dans une organisation que ça se passe. Tout à fait. N'écoutez pas le chant de nos adversaires qui traiteront les opposants ou les gens qui s'investissent dans le combat politique ou dans le combat de la vie de la cité. On a usage au Togo de les traiter de traîtres. Il n'y a pas de traîtres dans l'opposition. Il y a effectivement des divergences de vues. Il y a effectivement des stratégies différentes. Ceux qui nous trahissent, ce sont les gens du pouvoir qui nous trahissent. C'est Faure Gnassingbé, la famille Gnassingbé qui nous trahit. Je vous remercie. Merci Kalgaba de Togo Debout au niveau de la diaspora. Merci infiniment. Avant de donner la parole à Tché et Lou pour conclure ce débat citoyen, on va prendre aussi un dernier intervenant. Moss, bonsoir. Moss, bonsoir. Votre micro. Est-ce que Moss le suit? Alors, Tché, je pense que Moss ne le suit pas. Tché, Nyamasel Sonero, est-ce que vous êtes encore là avec nous? Absolument. Alors, votre conclusion, s'il vous plaît. Allez-y. Avant de faire ma conclusion, je voudrais partir d'un élément quand même que les Togolais ne savent pas. On a essayé de faire un peu quelques calculs vu la situation dramatique des côtes togolais qui n'arrivent pas à faire un repas principal par jour et qui meurent comme des mouches faute de soins ou de couverture de soins. On s'est attardé un peu au voyage de Faure Gnassingbé. Vous savez qu'il dispose d'un avion. L'avion, c'est un Falcon 900 IX. C'est un avion dont on a essayé de calculer le coût d'acquisition, qui est à peu près à 50 millions de dollars, ce qui fait quelque chose de 350 un milliard. Le coût d'exploitation, on sait qu'il voyage beaucoup, il est pratiquement dans les airs. Donc, la consommation en kérosène de cet avion, le coût d'entretien, les taxes, on arrive donc à quelque chose de, sur les 20 ans qui s'est accaparé du pouvoir, ces seuls voyages, dont les calculs donnent à peu près quelque chose comme 90 milliards de francs CFA. 90 milliards de francs CFA. Voilà ce que nous coûte Faure Gnassingbé dans les airs pour des voyages inutiles. Qu'est-ce que 90 milliards peut faire aux Togolais en termes d'infrastructure, enfin en termes d'école, de santé? Et pendant ce temps, dans des villages, on manque d'eau potable. On manque d'eau potable, on manque du minimum vital. C'est quand même méchant qu'on se peuple quand même. Très méchant. Voilà le bilan de Faure Gnassingbé. 90, et on ne parle que de l'avion, hein, de l'entretien du voyage. Pour ce résultat où les Togolais n'ont même pas de l'eau potable, pas loin de Lomé à payer. D'accord. Alors j'appelle donc les Togolais à la révolte. La révolte doit nous amener à la révolution. Et ça passe par un triptyque. C'est ce que propose Pirani, c'est la rupture totale. Et on ne peut aller à la rupture que par la pensée rebelle. Et c'est là où j'interpelle les intellectuels à donner les outils nécessaires, comme Karl Marx l'a fait, et qui a montré aux travailleurs opprimés les outils nécessaires de se révolter contre le capitalisme. Ça a amené des changements importants sur le plan politique, sociologique, anthropologique dans le monde entier. Et donc, c'est le rôle, les intellectuels doivent donner les outils, n'est-ce pas, aux Togolais, de pouvoir amorcer cette révolution de la rupture, pour faire tomber ce régime, comme on a fait tomber le régime d'Al-Assad en Syrie. Il faut que la question de stratégiser la déconstruction de la violence soit également posée comme un des éléments fondamentaux de la stratégie.
parce que c'est la violence qui fait en sorte que les Togolais reculent. Donc, il faudrait qu'on trouve rapidement la solution à la violence. Ça passe par beaucoup de choses. Et si on arrive à cela, ben, ce régime-là, c'est pas Faure Gnassingbé et ses femmes qui vont se dresser contre les Togolais, mais c'est plutôt ces éléments armés. Et eux aussi ont des points de fragilité. Et donc, il va falloir, pour le poser, réfléchir, préparer les Encore 30 secondes. Et les moyens pour qu'enfin les Togolais se lèvent contre un seul homme pour se débarrasser de cette dictature diabolique qui, pendant 60 ans, a tué, blessé et jeté les Togolais sur le chemin de l'exil, de la souffrance, de la mort et des emprisonnements. J'en appelle donc à la libération de tous les prisonniers politiques, à Fessio, au Molou, à Lela, à Bévi, à Abdou Razak, à tous ceux qui coupissent encore dans les géoles de Faure Gnassingbé aujourd'hui. C'est notre humanité qui est mise en relief. Il faudrait aujourd'hui que notre humanité, puisque nous sommes tous des hommes et en Dieu, des frères en fraternité, ben, il va falloir que notre humanité nous amène à comprendre que le régime de Faure doit tomber, et ceci ici et maintenant. Merci. Très bon message comme conclusion patriotique d'ailleurs. Merci infiniment à tous les invités. Merci à vous qui nous avez suivis également sur notre compte TikTok Live et vous qui allez nous suivre en rediffusion sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Cette émission, ce débat, vous devez partager plus tard ce débat citoyen car c'est notre combat à nous tous. Avant de mettre la clé sur le paillasson, je voudrais nous rappeler cette citation de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et ce grand monsieur que vous voyez là, aujourd'hui je me suis senti encore plus fort, très en forme, à continuer ce combat. Ce grand monsieur avait découvert sa mission, celle de lutter pour notre indépendance, pour notre dénigrement. Il mérite le père de la nation. Et au-delà de tout polémique, ce grand homme demeure le père de l'indépendance et le père de la nation. Ne nous trompons pas. Merci de votre fidélité. Merci de faire tout et tout pour découvrir également notre mission, qui est de maintenir la flamme de mobilisation pour sauver l'Afrique et notamment le Togo. C'est pourquoi nous nous donnons encore rendez-vous le 13 février à Goué au Bénin pour parler à Papa Sylvano Jumpio de nous aider. Car en Afrique, les morts ne sont jamais morts. Son esprit continuera à nous illuminer, à nous encourager. La lutte doit continuer. C'est pour ça que vous êtes sur Radio Avouleté. Kokole, Titinta, bonsoir en toute résistance.